100% immobilier, comme chaque samedi jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Bérénice Deville-Florio ce matin et son invité. Sébastien Cuperfis, le président de Junot. Bonjour. Bonjour Bérénice. Alors Junot, c'est une maison qu'on associe souvent à l'élégance parisienne. Vous êtes présent dans plusieurs arrondissements de la capitale, en proche banlieue également, et puis à l'international, à Bruxelles par exemple. Vous êtes spécialisé dans l'immobilier haut de gamme et l'ultra-luxe. Alors, déjà, pour présenter à nos auditeurs, qu'est-ce qu'un bien Junot ? Alors, qu'est-ce qu'un bien Junot ou qu'est-ce qu'un bien de luxe ? C'est vrai que la définition du luxe, c'est compliqué, mais on va dire 30% au-dessus des prix des choses qu'il y a autour. Et après, factuellement, chez nous, chez Junot, on a une activité de luxe où le prix moyen est autour d'1,5 million. Ça va dépendre des quartiers. Et après, on a une activité qu'on appelle d'ultra-luxe. Et là, le prix moyen est autour de 7 millions, 8 millions d'euros. Mais là, on parle vraiment de choses complètement exceptionnelles. Donc, en gros, entre 1,5 million et 7 millions, on est dans du luxe. Et à partir de 7 millions, on est dans de l'ultra-luxe. On fait démarrer l'ultra-luxe à 5 millions. Mais la moyenne des prix, en effet, va être autour de 7,5. D'accord. Alors, on parle beaucoup du marché classique dans cette émission, qui a subi une crise monstrueuse, le logement également. Qu'en est-il du marché du luxe ? Est-ce que le luxe résiste à la crise ? Qu'en est-il des prix dans le luxe, justement, également ? Alors, le marché du luxe, il a une dynamique un peu différente du reste du marché, mais il n'est pas hors sol. Donc, le marché du luxe a connu aussi une crise. Les prix ont baissé d'à peu près 10% entre 2022 et le début d'année. Donc généralement ça se fait dans un tempo un peu différent. Il y a aussi des différences de région, parce qu'évidemment le marché n'est pas le même sur la Côte d'Azur ou à Paris. Ouais. Mais voilà, le luxe, les prix ont baissé, les volumes ont baissé en 2022-2023. Par contre, l'année 2025 est repartie très fort. Tous les indicateurs que l'on a sont extrêmement positifs, avec beaucoup plus de projets qui se font jour. Alors les prix ont baissé, c'est pour les mêmes raisons que dans l'immobilier classique, parce que dans l'immobilier classique, c'est parce que les acheteurs n'avaient pas de crédit, ils n'avaient pas de quoi acheter. Là, j'imagine que pour ces biens, on n'est pas sur le même profil d'acheteurs. Ils étaient aussi impactés par la hausse des taux. Pourquoi les prix ont baissé ? Alors, encore une fois, l'immobilier de luxe n'est pas déconnecté. Donc les gens voient le marché. Et c'est vrai que la plupart de nos clients n'empruntent pas. Enfin, en 2022, on avait une majorité de gens qui n'empruntaient pas. Mais les prix généraux sont quand même impactés par ce qui se passe sur le reste du marché. Et ensuite, quand vous avez des taux d'intérêt qui sont élevés, l'argent que vous avez, vous pouvez le placer dans des placements à court terme qui vous rapportaient jusqu'à 4%. Donc il y a aussi des arbitrages qui se font. Et ensuite, l'immobilier, c'est de la confiance. Donc dans des moments où le marché est un peu plus ralenti, où il y a des inquiétudes, ça touche aussi le marché du luxe. Alors justement, on parle de vos clients. Qui sont les clients qui achètent des biens de luxe Junot ? Alors, ils sont très majoritairement français, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. On a 85% de clients sur les biens en moyenne autour d'1,5 million. Alors évidemment, on est sur une niche. On est principalement à Paris, dans des beaux quartiers, donc c'est pas du tout représentatif. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont cadres supérieurs, qui viennent de la tech, qui viennent de la finance. Voilà. Et ensuite, quand on passe dans l'ultra luxe, qui est ce taux de marché, on va dire au-dessus de 5 millions, là malheureusement, la proportion s'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir 85% d'étrangers. D'accord. Et il reste le reste en français. Les étrangers étant majoritairement des Américains, maintenant pas mal d'Asiatiques, de Chinois, et aussi une proportion importante de gens du Moyen-Orient. Et qui préfèrent donc le 7e, vous l'avez dit par exemple Le 7e, le 16e, l'île Saint-Louis. Il y a quelques hotspots comme ça qui sont très recherchés par les clients étrangers. Mais qui vont aussi dans d'autres quartiers un peu plus aventureux pour eux, comme le 9e. Alors ces clients-là, j'imagine qu'ils achètent pour avoir une résidence secondaire. C'est quoi l'objectif d'acheter un bien Les clients, l'immense majorité du marché à Paris est un marché de résidence principale. C'est vraiment l'immense majorité du marché. Après, encore une fois, plus on monte en prix et plus on a une proportion d'étrangers, plus évidemment on va avoir des gens qui ont des résidences secondaires.
et qui vont y venir quelques semaines dans l'année pour en profiter, mais qui ne sont pas là tout le temps. Donc ça concerne les biens ultra luxe. Exactement. Les biens entre 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est des résidences principales. Exactement. C'est un marché vraiment de résidence principale, Paris. Ça va plaire à Jacques Baudrier, l'adjoint au maire qui est en charge du logement, puisque lui, il part à la guerre. Je me suis entretenue avec lui. Contre il part à la guerre contre les résidences secondaires. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de logements à Paris. Les Parisiens n'arrivent plus à se loger. Bon, c'est pas nouveau, mais ça s'intensifie avec cette crise du logement. Là, on va parler plutôt du marché locatif, puisque vous faites de la location aussi chez Junot. Vous faites de la gestion locative, comme on l'appelle. Donc, les propriétaires vous confient leurs biens. Donc, c'est de la gestion que de biens de prestige également ? C'est plutôt des beaux biens, oui. On gère à peu près 700 millions d'actifs, mais c'est plutôt des jolis appartements, des maisons, des hôtels particuliers. Ça fait combien de logements, combien de biens sur ces 750 millions ? Je vais me poser une colle, je ne sais pas. Il faudrait faire la division. Pour faire la moyenne. J'ai pas le chiffre. Mais en tout cas, si on loue une petite chambre de bonne, on ne peut pas vous la donner en gestion. Si vous êtes client et qu'on s'occupe de vous, on va le faire. Mais c'est vrai que c'est pas notre cœur de cible. Alors justement, là c'est vrai que l'offre de logements en location diminue à Paris. On constate vraiment une attrition de ce parc locatif. Vous la constatez aussi, vous, de votre côté, sur le terrain ? On la constate et on la prévoit et on la dénonce depuis des années. Parce qu'à Paris, alors donc les mesures qui sont prises en ce moment par M. Estrosi dans le Sud existent déjà à Paris depuis assez longtemps. On a déjà un encadrement des loyers, on a déjà une limitation très forte les possibilités de faire du Airbnb. Et ça n'a évidemment pas empêché le marché d'avoir moins d'offres, puisque en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a trop de contraintes sur les propriétaires, il y a trop de taxation. Et donc, il y a beaucoup de propriétaires qui préfèrent revendre ou qui préfèrent garder, qui préfèrent ne pas louer. Et donc, on se retrouve avec des locataires qui, tout le monde le sait, toute personne qui cherche à louer un appartement à Paris sait que c'est une galère pas possible. C'est très compliqué, il faut avoir un très bon dossier. Mais parce qu'on a créé un système dans lequel vous avez une protection aussi très forte des locataires. Alors c'est super, c'est une super intention, sauf que ce qui se passe, c'est que du coup, les propriétaires ont peur de ne pas récupérer leur appartement et de devoir payer 2 ans d'avocat. Et donc, ils louent qu'à des gens qui ont des super revenus et des super protections. Donc, en réalité, en voulant protéger les plus faibles, on arrive à l'effet exactement inverse. Donc là, on est dans l'extrême. C'est ça que vous êtes en train de dire. On protège peut-être un peu trop. Protéger, c'est bien, mais je crois que cette protection excessive fait que le marché n'est pas fluide et entraîne les effets inverses à ce qui est recherché. Et justement, là, quand vous dites que certains propriétaires enlèvent leurs biens du marché de la location, vous en connaissez. Et qu'est-ce qu'ils font de leur logement, du coup ? Qu'est-ce que deviennent ces logements ? C'est des logements vacants, comme on les appelle ? Ah non, alors, il y en a un certain nombre qui les vendent, parce qu'il y a le sujet du DPE aussi, dont on pourra peut-être parler, parce qu'il y a des contraintes. On a décidé qu'on allait faire porter aux propriétaires particuliers la rénovation énergétique des bâtiments. Or, quand vous voyez le rendement locatif à Paris qui approche du 0% une fois que vous avez tout enlevé, encadrement des loyers, taxation, etc., finalement, vous allez demander à un propriétaire de sortir 10, 20, 30 000 euros, alors qu'il gagne peut-être 4 ou 5 000 euros sur l'année avec son loyer. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, bon, je laisse tomber, je revends ». Et du coup, c'est racheté par des gens en patrimonial qui vont l'acheter pour les enfants, pour les études. Mais du coup, ça va être utilisé. Mais ça sort du parc locatif. Et donc, ceux qui cherchent à louer et qui ne peuvent pas faire autrement que de louer, eux, ils ont encore une offre en moins. Je tiens à préciser que la mairie de Paris, donc Jacques Baudrier notamment, est plutôt contre cette interdiction liée au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Je le rappelle, c'est que les logements F et G, enfin G pour l'instant, sont interdits à la location depuis janvier. Et c'est vrai qu'à Paris, il y en a énormément, puisque tout ce qui est ancien... C'est le même problème que les zones à faible émission sur les voitures, où on pousse à remplacer ou à rénover en tout cas les véhicules, mais sauf que tout le monde ne peut pas se le permettre. Et puis c'est dramatique. On manque de logements en France, donc on enlève encore des logements de la location. On ne peut pas se le permettre, voire c'est impossible, parce que dans les immeubles haussmanniens, quand vous êtes au rez-de-chaussée ou au dernier étage, la configuration des lieux fait que vous ne pouvez pas mettre de pompe à chaleur, vous ne pouvez pas faire tout un tas de rénovations thermiques, et donc vous ne pouvez pas changer votre lettrage. Alors, on va parler de Paris. C'est vrai que Paris est de plus en plus difficile à vivre. Les gens le disent, ça se vide d'ailleurs de ses habitants, cette ville se vide de ses habitants. Est-ce que ça se ressent dans votre activité ? Est-ce que aussi, vous voyez des changements intramuros
intramuros, de quartiers? Est-ce qu'il y a des migrations de population? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a toujours des mouvements un peu pendulaires. Par exemple, l'ouest de Paris qui avait été un peu abandonné parce qu'on trouvait que c'était pas assez sympa. Suite au Covid et à l'enfermement, les gens se sont dit finalement dans l'ouest, il y a pas mal d'espaces verts, il y a pas mal de terrasses, il y a pas mal de trucs comme ça. Donc on a un regain d'intérêt pour le 16e par exemple. Et non, après, j'ai envie de dire, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Vu de Paris, c'est vrai qu'on a l'impression que un certain nombre de choses ne sont pas vraiment dans la progression, la circulation, la propreté, éventuellement la sécurité à certains endroits. Mais vu de l'extérieur, et notamment vu de l'étranger, je vous donne un exemple très simple. Vous êtes hongkongais ou taïwanais, vous avez l'armée chinoise qui croise au large de chez vous. Les problèmes qu'on a, nous, qui sont existants, mais sont considérés comme étant véniels. Relativisés. Voilà. Paris restera toujours Paris. Voilà. Et par ailleurs, on a une architecture, on a la chance d'avoir Haussmann qui a œuvré et des urbanistes qui ont fait des choses absolument sublimes, et ça changera jamais. Et la Tour Eiffel. Voilà. Et puis, c'est des observations qu'on pourrait aussi transposer sur beaucoup de villes en France, comme Bordeaux, par exemple, Nice ou encore d'autres. Merci beaucoup. Merci Sébastien Cuperfis, président de Juno. Merci à vous, Bérénice de Villefloriot.